Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence et de votre intérêt à cette 7e édition des matinales de HR Consultancy Partners, le cabinet de conseil RH du groupe Randstad. Alors certains d'entre vous qui ne sont pas forcément présents ce matin ont peut-être effectivement trouvé notre thème un petit peu banal. Se poser encore une fois et aujourd'hui l'impact des nouvelles technologies sur les organisations, c'est un sujet qu'on pourrait aujourd'hui presque considérer comme un marronnier. Mais en fait, ce sur quoi nous allons insister ce matin, c'est naturellement les organisations et la manière dont elles accompagnent l'impact du digital, du numérique, de la robotique et bientôt de l'intelligence artificielle dans leur quotidien, mais surtout la manière dont elles accompagnent les ressources humaines qui sont en quelque sorte les fantassins de cette guerre que nous allons devoir gagner demain et dans laquelle nous sommes, nous sommes aujourd'hui. Estelle Sauva, bonjour. Bonjour. Vous êtes une spécialiste des ressources humaines et de la sécurisation des parcours professionnels. C'est en novembre 2017 que vous êtes nommé haut commissaire à la transformation des compétences, commissariat qui n'existait pas dans les précédents gouvernements et dont vous avez en charge la création et le développement. Oui. Marion Breleux, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice d'Abilways Digital, start-up interne au sein du groupe Abilways. Vous vous présentez souvent comme une learning hackeuse. Début 2018, une nouvelle page se tourne. Vous êtes nommée directrice générale de l'Institut supérieur du marketing, experte en marketing et sales du groupe Abilways. Yves Grandmontagne, bonjour, ravi de vous accueillir. Vous êtes directeur associé de Next Modernity depuis début 2016. Par ailleurs, au sein de Digilab RH, cabinet que vous avez fondé en 2015, vous accompagnez les directions des ressources humaines dans la conception et la mise en place de projets d'innovation RH en collaboration avec des startups et des sociétés spécialisées dans l'analyse des données. Caroline Fayet, bonjour, ravie de vous accueillir également. Vous êtes cofondatrice de Bolero, cabinet d'études et de veille concernant l'influence du web sur les comportements des personnes et des organisations. Vous avez publié en 2016 L'art de la guerre digitale chez Duno, ouvrage dans lequel vous portez un regard d'expert sur la sociologie du web et dévoilez les luttes de pouvoir post-révolution numérique. Et c'est sur ce sujet que je souhaiterais avec vous lancer le débat. La première question qu'on pourrait se poser, c'est comment les entreprises aujourd'hui réussissent à rester dans la course pour éviter de la perdre, cette guerre. Si je parle de guerre digitale, c'est un mot fort, mais c'est parce que les entreprises résistent. Elles résistent à une prise de pouvoir du citoyen consommateur. Ça s'est fait en plusieurs révolutions d'usage. La première, c'est l'arrivée des moteurs de recherche dans les années 2000, qui fait de tout un chacun un citoyen informé, mieux informé. Ça a un impact sur les collaborateurs qui vont du coup finalement en apprendre plus par Google que par leur propre circuit d'information interne. Et ça, les gens ont du mal à le supporter. Parce que quand on découvre que les stock options sont patrons sur Google ou que son entreprise comme SNCF se fait bâcher sur les réseaux sociaux, eh bien, soit on se dit tous pourris, soit on quitte son entreprise pour chercher une entreprise qui nous donne plus de sens. Donc si je reprends mes révolutions d'usage, Web 1.0, les moteurs de recherche, Web 2.0, vous le savez, les réseaux sociaux, effectivement. Là, le collaboratif s'organise naturellement sur Internet. Donc, on s'attend à ce que dans les murs de son entreprise aussi, on puisse partager entre services. Et quand on voit que son DG est sur Twitter, mais qu'on ne peut pas lui parler dans l'ascenseur, bah, il y a une sorte de dissymétrie qui ne fonctionne plus. Et puis, troisième révolution, qu'on appelle le web des données, le web 3.0. Des données qui amènent des révolutions de services. Là, comment le collaborateur réagit ? Lui, les data, pour lui, son quotidien, c'est du reporting. Alors que pendant ce temps, l'entreprise, elle fait des hackathons, elle fait des challenges d'écoles de commerce, elle fait des concours de start-up. Donc, on va chercher à l'extérieur, la vague de l'open innovation. Très bien, c'est bien d'apporter de la nouveauté, de la jeunesse, mais en fait, qu'est-ce que ça renvoie comme image aux collaborateurs ? Eh bien qu'eux, ils ne servent plus à rien, quoi. Que tout se passe à l'extérieur avec des jeunes qui, eux, ont tout compris au numérique. Et la réalité, c'est que en fait, les collaborateurs, ils sont capables d'innover. Et alors, la prochaine étape, à quoi faut-il s'attendre ? Eh bien, Web 4.0, ce qu'on voit est en train d'arriver, c'est le figital, la fusion du digital et du physique. C'est quand le digital crève l'écran. On a un énorme fantasme de substitution des humains par l'IA.
Mais le vrai enjeu, là, c'est comment je forme et j'accompagne mes collaborateurs à travailler avec la réalité augmentée, l'intelligence artificielle. Et ça, c'est demain, hein. Voire même c'est maintenant. On a parlé des organisations et de l'impact effectivement de ces nouvelles technologies sur les organisations. L'impact, les priorités sur les hommes, sur les équipes, pour vous, c'est quoi quand vous intervenez dans une organisation? Vos conseils au DRH, c'est quoi? Alors, ce qu'on observe quand on observe une organisation, et moi, ce qui me saute aux yeux aujourd'hui, c'est qu'on est peut-être encore trop en train de regarder une organisation comme une somme d'individus, alors qu'une organisation est devenue par essence un lieu, comme la société, d'échange, de collaboration, de lien. Et on regarde, je pense, moi, mon point de vue, c'est que lorsqu'on est amené finalement à intervenir dans une organisation, les sujets sur lesquels on travaille, c'est essentiellement aujourd'hui le comment travailler ensemble. L'enjeu à mes yeux aujourd'hui, c'est comment prendre en main finalement non plus une somme d'individus, mais un collectif. Comment faire en sorte que ces personnes qui sont appelées à être plus réactives, à être plus innovantes, à prendre des risques. Prendre des risques veut dire évidemment que la direction doit aussi se remettre en situation, en question d'accepter l'échec. Et ce que l'on voit, nous, notamment au sein par les missions qu'on mène aujourd'hui chez Next Modernity, c'est qu'on fait globalement, sur ce sujet des mutations du travail, de l'accompagnement au changement. Ces outils qui nous permettent de travailler à distance, ces outils qui nous permettent de travailler en réseau, ces outils qui permettent d'avoir des modes projet, etc., beaucoup plus potentiellement puissants et efficaces que ce qu'on faisait dans le passé, mais qui, bien souvent, débarquent dans les organisations sans aucun accompagnement, sans aucune sensibilisation, et qui, du coup, malgré des fonctionnalités incroyables, ce sont des Ferrari, ça foisonne, ça se renouvelle, ça s'enrichit, mettent les organisations, paradoxalement, dans des situations d'échec. Alors, quelles sont vos différentes analyses concernant aujourd'hui l'évolution de l'accompagnement des collaborateurs par la formation et autres? Moi, je pense qu'il y a un malentendu originel sur le sujet de la transformation numérique en entreprise et de la formation des collaborateurs pour les accompagner dans ces mutations. Je prendrai 2 chiffres que tout le monde connaît. Certains, d'ailleurs, sont agités depuis quelques années maintenant, mais c'est-à-dire qu'on dit, aujourd'hui, on sait que 60%, voire 85%, les chiffres varient, des métiers qui seront exercés en 2030 n'existent pas encore. À côté, on dit automatisation des tâches. On estime que 14% de la population active pourrait être impactée et devrait changer de métier pour adapter à ces évolutions. Et le sujet, c'est qu'en fait, ces sujets qui sont très alarmistes poussent tout le monde dans la direction des formations métiers et du changement de fonction, de métier, de compétences, alors qu'à la base, on n'a même pas travaillé le sujet de la compréhension des codes et des usages de cette transformation numérique qui, de toute manière, rend les acteurs incapables de se projeter dans un futur qui est très différent de ce qu'il est aujourd'hui. On se trompe de cible, donc? Alors, on ne se trompe pas forcément de cible, on se trompe de message et on ne met pas les briques dans le bon ordre. Et j'en parle d'autant mieux que j'ai fait la même erreur quand on a lancé Abilways Digital, c'est-à-dire qu'on s'est rué sur ces sujets métiers en se disant mon Dieu, il faut former des data scientists dans tous les sens, il faut que l'organisation change, donc on va proposer des sujets autour de la mise en place de stratégies d'open innovation, de la culture start-up, etc., de l'agilité. Sauf qu'on allait voir des gens qui nous disaient, mais en fait, et un petit peu sous le manteau, mais en fait, moi, j'y pige que dalle à la transformation numérique. On me parle un langage que je ne comprends pas. C'est-à-dire que je suis en réunion, je fais semblant de comprendre tous les mots barbares qu'on égrène à longueur de temps. Et quand je rentre à la maison, j'ai la même chose parce que mes adolescents me parlent un langage que je ne comprends pas non plus. Merci Marion. Estelle, le Haut Commissariat à la transformation des compétences n'existait pas. Donc il a été créé et vous en avez la responsabilité du développement, de la création du développement et de son déploiement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'attend l'exécutif de la mise en place de ce Haut Commissariat? Alors, il attend d'abord de mettre en œuvre, non pas une solution, mais de multiples solutions à des diversités de questionnements, de besoins, d'enjeux. Vous l'avez dit, les nouvelles technologies, ça bouleverse les modes de consommation, les modes de production, et ça appelle en même temps un grand besoin de compétences. Et donc, dans ce contexte-là, la question auquel on doit répondre, c'est à quel rythme, finalement, aujourd'hui, la transformation agit dans l'économie.
Et c'est à ça qu'on doit apporter une réponse. Et au rythme où elle agit, à une transformation qui, d'une certaine façon, nous oblige, dans un rythme inédit, à aller aussi vite, ça veut dire que l'acquisition de connaissances devient une adaptation continue en flux. Dans le même temps, vous avez une réalité dans notre société, c'est que la formation professionnelle, si l'acquisition des compétences de façon très macro est une réponse, un vrai rempart au chômage, vous avez une réalité, c'est que pour l'heure, la formation professionnelle est encore très inégalitaire dans notre pays. Vous avez une part de la société qui resterait ou restera de façon assez certaine en marge si on n'œuvre pas dans ce quinquennat. Et donc on a décidé deux choses à la fois. Un, d'investir massivement dans les compétences à travers une formation professionnelle repensée, recomposée pour que les individus, les salariés et les demandeurs d'emploi au fur et à mesure, de façon continue, puissent s'emparer de ce droit tangible à la formation. Et de l'autre, prendre en compte ce qui relève des inégalités. Vous avez 3 fois moins de chances de trouver ou d'avoir accès à une formation et donc un risque plus élevé de chômage lorsque vous avez un niveau bac par rapport à quelqu'un qui a un bac plus 2. Et vous avez une autre réalité enfin, c'est que 3 millions de personnes sont en situation de ne pas maîtriser les savoirs de base, c'est-à-dire dit autrement d'illettrisme. Et 6 millions de plus en situation d'électronisme. Donc en situation de ne pas maîtriser ce qui relève des gestes professionnels numériques. Merci beaucoup, merci mesdames, merci monsieur, merci à vous de nous avoir accompagnés au cours de cette matinale. Comme vous avez pu le voir, en fait, ce sujet est loin d'être encore à ce jour épuisé, et c'est loin d'être un marronnier, comme je le disais en introduction, et c'est loin d'être une banalité, donc on a encore beaucoup de travail devant nous. C'est un très beau constat qu'on peut faire de voir l'exécutif s'approprier en fait cette volonté d'accompagner les collaborateurs pour les amener à un niveau. Et on voit qu'on a encore suffisamment d'intelligence, heureusement, pour pouvoir continuer à progresser dans cette voie-là.